Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Voilà, la Gazette des communes, c'est 20 ans, plus de 20 ans maintenant d'expérience sur la formation professionnelle des collectivités, avec un certain nombre agréments pour la formation des élus, des formations éligibles à mon compte élu, et puis bien évidemment Calliope pour ses actions de formation. Donc 300 programmes de formation, plus de 1000 sessions programmées chaque année dans différentes rubriques. Le management, les ressources humaines, vous êtes nombreux aujourd'hui à nous avoir rejoints et je vous en remercie. La transition climatique, qui est une nouvelle rubrique que nous allons développer. Et puis, bien évidemment, actualité oblige, l'IA au service des collectivités. Donc, vous retrouverez tout cela sur notre site formation lagazetteDesCommunes.com. Donc, c'est ce dernier sujet, l'IA, qui va nous intéresser ce matin et nous sommes pour cela en compagnie de Miguel Uzanas Joris, qui est le formateur du stage que vous avez à l'écran. Donc, Miguel est le fondateur de la structure Zone Politicon, qui accompagne depuis 10 ans les décideurs publics dans la conception des politiques de territoire, la mesure de leurs impacts sociétaux, la gestion des ressources humaines et la recherche des financements publics. Il anime donc à nos côtés un certain nombre de formations, dont celle qui va nous intéresser ce matin, faire de l'intelligence artificielle un levier de performance RH. Donc n'hésitez pas à lui poser vos questions durant l'intervention et je les lui relayerai à la fin. Donc je vais lui laisser la parole. Pour cela, je vais lui donner la main sur la présentation de son support. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je vous donne rendez-vous donc à la fin pour relayer un certain nombre des questions que vous auriez pu vous poser et surtout vous inciter à venir le suivre les 12 et 13 septembre ou les 7 et 8 novembre prochains à la formation qu'il anime, où vous le verrez, vous aurez beaucoup de réponses concrètes, de cas pratiques autour du sujet que nous abordons. Très bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Merci Laurence. On voit bien mon écran? Vous pouvez vous mettre juste en diaporama, Miguel, et ça sera nickel. Et ça sera bon, voilà. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Un petit tour d'horizon sur les intelligences artificielles et l'amélioration de la performance publique, et puis un focus donc particulier sur les ressources humaines. Bon, c'est un petit format. Je vous ai prévu quelques petits exemples qu'on pourra faire en direct d'utilisation d'une intelligence artificielle sur des questions RH. Bon, moi, j'ai pour l'instant fait le choix d'utiliser ChatGPT pour en avoir testé pas mal. Celui-là fonctionne plutôt bien. Il faut bien faire le choix d'une solution. Donc, j'ai pris celle-là et on fera un ou deux tests sur des questions RH. Je vous propose de faire Je vous interromps juste 2 secondes, oui. Nicole, je suis désolée, mais en fait, on ne voit pas le support en diapo. Voilà, oui, super. C'est bon. Nickel. Voilà. Merci. OK. Alors, quelques enjeux sur l'intelligence artificielle dans les fonctions RH. J'ai fait le pari en préparant cette petite conférence-là qu'il y avait parmi les gens qui sont autour de la table là, des gens qui n'ont jamais mis le nez dans une intelligence artificielle et d'autres qui l'utilisent sans doute peut-être tous les jours au quotidien. Donc, on sera entre le zéro utilisation et ceux qui sont déjà peut-être des experts. Et puis j'ai utilisé donc l'intelligence artificielle pour générer en partie l'ensemble de cette formation. Puisqu'on y est, utilisons-la. Donc quelques enjeux sur les fonctions RH, la définition, les fonctionnalités, mais rapide sur ce que sont les IA et ce qu'on peut en faire. Une approche sur les processus RH qui pourrait être portée par une intelligence artificielle. En fait, en réalité, sur tous les processus RH d'une collectivité, on peut utiliser des intelligences artificielles. On fera la distinction entre ce qui est une intelligence artificielle et la digitalisation, parce que pour le coup, c'est pas toujours très très clair. Voilà, on fera un test en grandeur nature, juste un tout petit détour sur ce qu'est un prompt, c'est-à-dire en fait la façon de questionner une intelligence artificielle. Et donc, comment on fait pour arriver à des réponses qui sont satisfaisantes et éliminer tous les biais ou tous les travers qu'on pourrait avoir
à l'utilisation d'une intelligence artificielle et les craintes, donc du coup, que chacun peut aussi avoir à son utilisation. Pour accompagner quand même pas mal de collectivités, je vois qu'on a une réticence encore à faire confiance à une machine, fut-elle déclarée intelligente. Voilà, alors deux exemples, on regardera comment on peut traiter par exemple la QVT, qualité de vie au travail dans une collectivité, et puis l'exemple d'un recrutement avec analyse de CV, etc. Pour faire ce que parfois on appelle de l'onboarding, c'est-à-dire comment on intègre des nouveaux collaborateurs. On regardera, mais très rapidement, quels sont les IA du marché. Ça, c'est 3 minutes, pas plus, juste pour vous dire, il y en a beaucoup. Et là, on n'a pas le temps aujourd'hui, bien sûr, mais il faut aller faire son marché, essayer, tester. Et enfin, quelques conclusions sur les limites de l'intelligence artificielle, un brin d'éthique peut-être. Et puis, on se posera la question de savoir si les intelligences artificielles sont à l'orée de faire disparaître nos DRH, enfin toutes les personnes qui travaillent dans les services RH. C'est ça les enjeux. Alors, juste pour me présenter en 30 secondes, moi, ça fait, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, un peu plus de 20 ans que j'accompagne les collectivités locales. Donc, essentiellement sur, j'ai envie de dire, la prospective. Je travaille beaucoup sur oui, les projets de territoire, ce genre de choses. L'élaboration de plans pluriannuels d'investissement, beaucoup les budgets verts en ce moment, enfin, ce genre de choses. Et bien sûr, toutes les incidences ou conséquences que ça peut avoir en matière de gestion des ressources humaines et donc comment on fait pour adapter les équipes, les compétences, etc., d'une administration pour répondre aux projets politiques. J'ai pas fait autre chose que de demander à ChatGPT quelles seraient les grandes questions et enjeux sur l'intelligence artificielle dans la fonction RH. Il en cite 6. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, on peut lui demander de donner un certain nombre de points. Là, je lui ai demandé de donner-moi 6 points, il m'a donné 6 points. Automatisation des tâches administratives, et c'est là où on peut se poser la question de savoir quelle est la différence entre l'utilisation d'une intelligence artificielle et ce que proposent les éditeurs de logiciels en matière de gestion des ressources humaines. La frontière est parfois pas toujours très simple, on va pas rentrer dans le débat, mais parfois certains éditeurs, je me mets dedans hein, parce que je suis aussi éditeur, certains éditeurs disent utiliser de l'intelligence artificielle, c'est pas toujours le cas. Mais procèdent plutôt par automatisation des tâches administratives. Alors, est-ce qu'il y a des tâches qu'on peut automatiser? On va voir par exemple celle de l'analyse des CV. C'est sûr que quand on est dans une grosse collectivité et qu'on reçoit des quantités et des quantités de CV et qu'à un moment donné, on doit faire une synthèse ou identifier les bons candidats, l'utilisation d'une intelligence artificielle aide beaucoup. Voilà, on peut faire et créer un parcours de formation, donc personnaliser tous les éléments liés à la formation. On verra ça tout à l'heure dans l'exemple qu'on a pris. Oui, ça fait partie des grands enjeux. Ce qu'on appelle aussi l'analyse prédictive pour la gestion des talents, c'est comment une intelligence artificielle peut être utilisée pour analyser les talents dont on aura besoin demain. En fait, on rentre là dans la logique de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne le fera pas aujourd'hui, mais si vous voulez faire, par exemple, une analyse de votre tableau des effectifs, je vous invite à le tester, c'est-à-dire qu'il faut avoir une extraction de l'ensemble des personnels de votre collectivité avec leur grade, leurs fonctions, leurs postes, etc. Et on peut demander à ChatGPT ou d'autres intelligences, Mistral, etc., de faire une analyse sur les postes qui ont un destin qui risque de réduire, c'est-à-dire les postes ou les métiers qui vont être en réduction, parce que justement, avènement des intelligences artificielles, et de faire un test en demandant, mais du coup, quels seraient les effectifs vers lesquels pour lesquels il faut emmener des cohortes d'agents vers la sortie progressivement, et au contraire, les métiers sur lesquels il va falloir rapidement peut-être recruter. Et ça, je l'ai testé à plusieurs reprises, on l'a fait avec des collectivités. Quand vous faites manger votre tableau des effectifs, quelle qu'en soit sa taille, hein, je l'ai fait avec des collectivités de 1600 agents, par exemple, quand vous faites manger le tableau des effectifs à une intelligence artificielle, alors à ce moment-là, elle est capable de vous identifier quels sont les métiers sur lesquels il va falloir porter une attention particulière. Impact sur l'emploi et la structure des équipes RH, bah oui, quel est l'impact c'est la question principale, hein, bien sûr, en termes c'est ce qu'on vient de dire, en termes de réduction des effectifs ou d'évolution des compétences nécessaires.
les intelligences artificielles sont redoutables sur l'identification des compétences à apporter à de nouveaux collaborateurs. Et donc, l'élaboration, par exemple, d'un plan de formation, pour peu qu'on pose correctement les questions, qu'on explique bien à l'intelligence le contexte, où on en est, ce sur quoi on veut faire évoluer, et on aura un exemple tout à l'heure, permet de faire très très rapidement un plan de formation. C'est même assez saisissant parce que là où parfois on passait plusieurs jours ou semaines à travailler sur l'élaboration d'un plan de formation, avec un bon système de questionnement, on peut y passer une matinée et ça suffit. Alors bien sûr, il ne faut pas tout s'en remettre à l'intelligence, il faut quand même garder un peu de libre arbitre et être capable de questionner ce que produit l'intelligence artificielle. Deux autres thèmes qu'on abordera un tout petit peu à la fin, l'éthique et la protection des données. Bah oui, effectivement, on a avec les intelligences artificielles les mêmes problèmes de RGPD. Je dirais pas qu'elles sont forcément décuplées, mais les mêmes problèmes de RGPD qu'au quotidien. Donc, quand on va taper dans des bases de données dans lesquelles il y a des noms, parfois même des salaires, parfois même des situations particulières, etc., ben, on est devant la crainte, et c'est bien normal de faire attention que les informations personnelles ne soient pas divulguées. Et puis, j'ai envie de dire que l'enjeu majeur là pour le vivre en accompagnant les collectivités, l'enjeu majeur, c'est l'acceptation et l'adoption de l'IA par les employés. Vous avez des cadres qui sont extrêmement réticents à l'utilisation pour tout un tas de raisons, voilà, mais il y en a d'autres aussi qui ont clairement compris qu'on pouvait gagner du temps et qui incitent réellement, profondément, leurs collaborateurs à utiliser l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de honte à utiliser l'intelligence artificielle, au contraire, ça peut permettre d'avancer énormément. J'ai truffé cette présentation et si pour ceux qui ont envie de venir en formation un peu plus longue, on aura l'occasion de faire un petit détour par le cinéma, parce que c'est assez rigolo de voir que depuis des années, depuis qu'on a commencé à créer des machines, ben on a des fantasmes sur l'idée que la machine pourrait un jour remplacer l'homme, en tout cas l'alléger ou l'aider dans son quotidien. Il y a une filmographie extrêmement importante sur tous ces sujets-là. Et ce qui est rigolo, c'est que, enfin, ce qu'on peut remarquer dans tous ces films, donc je ne les commenterai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais vous regarderez les allusions cinématographiques que je peux faire par-ci, par-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, tous les fantasmes que l'homme a pu avoir sur le fait que la machine, un jour, pourrait éventuellement le remplacer, toute la technicité, toutes les tâches, etc., que les machines sont progressivement capables de faire, eh ben, on y est arrivé globalement. On est arrivé globalement à chaque fois au fantasme, quoi. C'est-à-dire que c'est plus des fantasmes. La machine est là, la machine fait énormément de choses, et la prochaine étape, c'est que la machine soit au moins aussi intelligente que nous, voire plus. Et donc le fantasme de crainte évidemment d'être remplacé par la machine. Juste sur la question de l'avènement de la robotique et de la cybernétique, je prends ce terme-là parce que cybernétique, ça vient de ekubernan en grec, et ekubernan en grec, ça veut dire piloter, barrer, conduire en fait. Bon. Et donc, quand on fait de la prospective politique, en fait, on fait de la cybernétique, ekubernan, on pilote, on voyage. Bon, je vais passer là-dessus. Oui, les IA génératives. Alors, pour ceux qui débutent, on parle d'intelligence artificielle générative, et en fait, cette notion-là veut simplement dire que les intelligences aujourd'hui sont capables de créer du contenu, pas uniquement de traiter du contenu. Donc, on attend d'elles qu'elles soient capables de créer, de produire. Vous avez tous vu, entendu, y compris même d'ailleurs le dernier prix Goncourt, je crois, qui a réalisé une partie de son livre avec ChatGPT. Bref, on est capable de faire un livre, une bande dessinée à une intelligence artificielle, pour peu qu'on lui donne un scénario suffisamment clair. Donc on est sur l'idée d'une intelligence qui est là pour générer. Et c'est bien la distinction qu'il y a entre l'automatisation d'une part
et la façon de générer de nouveaux contenus d'autre part. Donc, on peut attendre d'une intelligence artificielle finalement qu'elle automatise aussi, mais la vocation, c'est plutôt de créer de nouveaux contenus. Tiens, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin aux informations, aux États-Unis, il y a une intelligence artificielle qui va se présenter aux élections. Et il y a eu tout un dialogue là, ce matin qui était proposé entre l'intelligence artificielle et l'homme pour savoir quel serait le programme pour cette petite ville des États-Unis, etc. Donc là, on est vraiment dans l'arrivée de la machine qui peut tout à fait remplacer, y compris même, pourquoi pas, un élu, un maire. Bon, on n'en est pas là, mais les fantasmes vont bon train. Juste rapidement, 3 types d'intelligence artificielle quand même. L'intelligence artificielle faible, l'intelligence artificielle forte et la dite super intelligence artificielle. L'intelligence artificielle faible, c'est quoi? C'est en gros la capacité à des machines de réaliser des tâches relativement simples, monotâches. On est dans l'ordre un peu de l'automatisation et on retrouve des applications, par exemple, dans les voitures sans conducteur. Là, voilà, les appareils à commande vocale, les filtres de messagerie, tous les chatbots. Là, il y a beaucoup de collectivités qui commencent en matière d'accueil, par exemple, des usagers, à mettre en place des chatbots, c'est-à-dire en gros un protocole informatisé qui répond aux questions des usagers. Bon. Les retours d'expérience là-dessus montrent que on peut gagner un temps infini dans l'orientation des usagers, alors chose qu'on connaît déjà quand par exemple on appelle une entreprise ou un service de l'État et puis quand on vous dit tapez 1, tapez 2, tapez 3, puis on vous répond à un certain nombre de questions. Bon, voilà. Donc ça, l'intelligence artificielle faible, elle est totalement présente aujourd'hui de partout dans nos vies. Et là, il n'y a plus de. Alors, bien sûr, ça pose la question de savoir ce qu'est une intelligence. Si c'est d'automatisation, voilà, et même, on va pas faire de philosophie là, mais le fait d'accoler le mot intelligence et artificielle l'un à côté de l'autre peut profondément poser question. Alors là, je suis preneur avec ceux qui auraient envie de faire un séminaire philosophique sur cette question-là. L'intelligence artificielle forte, c'est celle qui commence à pouvoir interpréter ou expliquer le comment, capable de comprendre le pourquoi de ses actions. Voilà, et c'est ce que dit la phrase là, ainsi que bien que privée de conscience, qui reste quant à elle propre aux organismes vivants pour le moment, la machine acquiert de l'expérience lui permettant de modifier son propre fonctionnement. C'est ce qu'on dit quand on dit qu'il faut apprendre une intelligence artificielle un certain nombre de choses. Elle va taper dans des bases de données extrêmement importantes, mais il faut aussi lui apprendre à structurer l'information qu'elle nous livre. Donc on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans de l'intelligence artificielle dite forte et donc les contenus commencent à se structurer très très fort au point qu'on peut être effectivement parfois surpris par ce que produit l'intelligence artificielle. On se dit parfois, j'aurais jamais fait aussi bien que ChatGPT ou l'intelligence avec laquelle je travaille. Il y a un apprentissage de la machine. Voilà. Évidemment, Frankenstein, la référence, c'est le fantasme de vouloir créer un homme à partir de rien, en fait, à partir de morceaux d'hommes. Voilà, et puis la super intelligence artificielle, le jour où l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine, c'est ce qui fait peur, mais c'est ce qui fascine aussi. Voilà, on en est encore loin, mais on peut imaginer qu'au cours de ce siècle, on est. Alors là, je vous ai mis Metropolis, mais en fait, on penserait plutôt au film 2001, l'Odyssée de l'espace, où à un moment donné, la machine décide de prendre le commandement du vaisseau spatial et de dire, bah, c'est moi qui commande, et l'homme devient superfétatoire d'une certaine manière. Voilà. Metropolis, pour ceux qui aiment le cinéma, je vous invite à revoir ce film-là parce qu'il montre en 1927 à quel point Fritz Lang, et puis d'autres bien sûr, mais avaient imaginé ce que pouvaient être les mondes futurs. Et on trouve dans ce film-là, de 1927 quand même, tout un tas d'idées selon lesquelles la machine ferait tout à la place de l'homme finalement, et où on peut créer
pas un homme parfait, mais une machine parfaite. Alors, juste un point, juste pour information, quand il y a une barre verte ici, là, c'est que simplement j'ai utilisé ChatGPT pour générer du contenu. Donc là, par exemple, question que je vais poser, quelle est la différence entre l'IA générative et la digitalisation? Je vous assure qu'au quotidien, si vous prenez l'habitude d'avoir comme compagnon de travail ou de bureau au quotidien, c'est assez rapide le réflexe qu'on finit par avoir d'aller systématiquement questionner une intelligence artificielle. Ça aide au quotidien et on va beaucoup plus vite dans la façon de faire les choses. Donc la différence entre intelligence artificielle générative et digitalisation, pour le faire très très vite, c'est en gros d'un côté, j'automatise par des algorithmes l'ensemble des tâches que je peux avoir à faire. Voilà, ça peut être tout un tas de trucs comme la gestion de la paye, ce genre de choses. Voilà, et l'intelligence générative, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être, je prends la diapositive qui est juste après, ça peut être de générer un certain nombre de contenus. Donc moi, je résume les trois ou quatre fonctions utiles d'une intelligence. Celle qui est de générer du contenu, par exemple un plan de formation, un questionnaire de QVT, une fiche de poste, un plan de carrière pour un agent dont on donnerait tout l'historique à la machine, de commencer à travailler sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Bref, c'est à l'infini, on peut créer énormément de contenu. On peut aussi comparer du contenu, par exemple des CV, des conventions collectives. Là, je vous ai mis par exemple l'écart type de rémunération. Si vous prenez par exemple le tableau des effectifs avec les rémunérations, les grades, etc., vous êtes capable de sortir immédiatement un écart type de rémunération et de voir que il n'y a pas égalité de traitement entre tous les agents par grade, par fonction, par type de poste, enfin, etc. Et ça va très très vite. Là où des fois on s'en sort pas avec Excel parce que tout simplement, parfois on connaît pas les formules pour connaître l'écart type, la variance d'une rémunération sur un effectif de plusieurs dizaines ou centaines d'agents. On peut analyser du contenu et on va faire l'exercice. Par exemple, je crée un questionnaire de QVT dans ma collectivité et puis du coup, je lui demande d'analyser les réponses qui auront été données. On peut analyser bien sûr des CV, alors autant qu'on veut. On va faire l'exercice tout à l'heure. On peut analyser en masse l'ensemble des entretiens annuels qui ont été faits, par exemple, dans la collectivité, et de dire globalement qu'est-ce qu'on tire des témoignages qui ont été apportés par les agents au cours des entretiens annuels. On peut analyser des questionnaires d'enquête autant qu'on veut sur, on l'a dit, la QVT par exemple, mais sur le mode de fonctionnement de la collectivité, etc., etc. Et puis, quatrième fonction, on peut réorganiser du contenu. Alors, notamment, par exemple, quand vous faites des rapports, pas forcément des rapports uniquement ressources humaines d'ailleurs, mais on peut très bien jeter un certain nombre d'idées, collecter des documents, mettre tout ça dans un fichier unique, plusieurs fichiers d'ailleurs, et puis demander à l'intelligence artificielle du coup de créer un rapport qui fasse la synthèse de l'ensemble des informations qu'on peut avoir. De ce point de vue-là, et c'est vraiment ce qu'on peut apprécier dans ces intelligences artificielles, c'est que comme elles sont capables de traiter énormément d'informations, ils sont capables, à titre d'exemple, moi par exemple quand je fais un projet de territoire et que je veux avoir l'ensemble des actions, projets, programmes qui ont été envisagés dans tous les documents de cadrage de la collectivité, un PCAET, un schéma de développement économique, un PAT, un schéma de la petite enfance, etc., et que je vais en faire les axes stratégiques d'un projet de territoire. Il suffit simplement de donner les 5, 10, 15, 20 documents de cadrage à l'intelligence artificielle, elle vous en fait un résumé avec le nombre de chapitres ou les thèmes que vous pouvez lui demander. Bon, c'est extrêmement puissant et ça permet d'aller très très vite. J'avance un peu vite. Alors, les processus RH qui peuvent être accompagnés, j'ai envie de dire tous. Là, on voit la QVT, le recrutement, la formation, la fidélisation, etc. Je mets dans cette diapositive et le soutien aux politiques publiques, oui, parce qu'à un moment donné, on peut aussi aider dans les recrutements, la stratégie de recrutement de la collectivité. Je ne vais pas vous lire l'ensemble des domaines d'intervention RH sur lesquels on peut intervenir. Si le support vous est diffusé, vous l'aurez.
voilà. Mais j'ai mis en violet, là, je ne sais pas si ça se voit très bien, les deux, trois domaines d'intervention sur lesquels on va faire un test: la rédaction d'offres d'emploi, l'attraction des meilleurs profils, le classement de CV, l'organisation d'entretien, etc. La création d'un questionnaire de QVT. Donc là, ça, je vais passer aussi. Ça, je vais passer aussi. Et du coup, je vais arriver à la question d'un test grandeur nature. En fait, avant de s'embarquer dans l'utilisation toutes ces diapositives, là, toutes ces photos sont des photos qui ont été générées à partir de là, pour cette formation, à partir de ChatGPT. À chaque fois, je lui ai demandé de me faire des dessins. Donc tous ces trucs-là, c'est des dessins générés par ChatGPT. Donc avant de commencer à travailler sur un sujet, ou pour commencer à travailler sur les sujets RH qui vous incombent, qui vous intéressent, il faut apprendre à faire un prompt. Le prompt, c'est quoi? C'est juste la façon d'apprendre à dialoguer, à discuter, à parler avec la machine. En fait, de la façon dont on pose la question à la machine, elle vous donne des réponses différentes. Là, par exemple, j'ai demandé à l'intelligence, à l'IA, de refaire mon logo. Donc je lui ai donné mon logo, puis je lui ai dit, bah voilà, c'est une chouette, est-ce que tu peux me faire une chouette façon art déco? Et donc il m'a fait à gauche là le dessin d'une chouette façon art déco. Puis après je lui ai dit, ouais, oh non, ça me plaît pas, je préférais qu'il y ait un peu plus de bleu. Donc il change, il met un peu plus de bleu. Puis après je lui ai dit, tiens, bah fais-le moi avec un esprit Van Gogh. Et donc bah là, la troisième photo donne un esprit Van Gogh. Juste là pour montrer que en fait, en fonction de la façon dont on pose la question, on n'a pas les mêmes réponses du tout. Alors là, c'est pour un dessin, ça ne porte pas à conséquence, mais quand c'est pour un projet de territoire, par exemple, ou une stratégie RH, ça revient pas tout à fait au même. Ah oui, je me suis permis de demander à ChatGPT s'il avait l'humour et de faire une représentation graphique de l'UM. Bon, je passe parce que j'ai honte. Alors, pour affiner un prompt, je vous donne un exemple qui n'est pas RH, et après on ira sur du RH, mais un prompt tout simple. Discussion l'autre jour avec un élu de la ville de Marseille et qui dit ouais, on a un problème de stationnement et il manque 5000 places de parking en ville. C'était sa façon de formuler les choses. Il manque 5000 places de parking en ville. Moi, je me suis dit peut-être qu'on pourrait formuler autrement en disant c'est pas qu'il manque 5000 places, c'est que peut-être il y a trop de voitures en ville et que du coup on pourrait essayer de réduire le nombre de voitures. Donc, solution immédiate, quand on pose la question en disant il manque 5000 places, on va se dire ah, ben, on va construire 5000 places de parking. Si on pose la question en disant il y a 5000 voitures en trop, à ce moment-là, plus spontanément, dans notre tête, on va se dire ah bon, bah, il faut interdire la circulation en centre-ville, proposer des transports en commun alternatifs, du vélo, j'en sais rien. Et donc, naturellement, ce qu'on fait nous dans notre tête, l'intelligence, d'une certaine manière, le fait aussi en disant, voilà, en proposant des solutions qui ne sont pas les mêmes. Et là, alors c'est trop petit, mais je vais vous le commenter. Et là, on pose la question à l'IA dans les deux pavés bleus, à gauche et à droite, en disant, OK, la ville de Marseille constate des difficultés de stationnement, il manque 5000 places de parking, etc. Quelles sont les solutions? Et à droite, il y a 5000 voitures en trop, quelles sont les solutions? Ce qui est remarquable, c'est qu'à gauche, on a les trois premières solutions qui sont proposées, qui sont de la construction de parking. Donc, on répond à la question qui est posée d'augmenter le nombre de places. Puis après, il propose d'autres solutions. Et à droite, on n'a pas cette question de la construction des parkings. On va sur d'autres solutions qui sont différentes. La mise en place de stratégies de coûts de stationnement, des solutions alternatives, des transports alternatifs, etc. Il y a quelques réponses qui sont communes, mais on voit donc, et par cet exemple-là, que la façon dont je pose la question, je n'ai pas les mêmes réponses. Et quand parfois on peut avoir des craintes de se dire, mais en fait, c'est pas les questions, c'est pas les réponses que j'attendais, c'est peut-être que la question doit être reprécisée ou redite différemment. Et il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à demander à l'intelligence, à lui poser la question, lui dire non, mais moi ça m'intéresse pas les trois premières solutions que tu as proposées, propose-m'en d'autres, etc., etc. Donc il y a un dialogue à introduire avec la machine et de la façon dont vous discutez avec elle, les solutions ne sont pas les mêmes et on peut affiner au fur et à mesure les réponses pour aller davantage vers ce qu'on a envie de faire. Alors, test en grandeur nature, j'ai fait deux prompts, un sur la QVT. Vous voyez, prompt, là, ici, c'est juste les questions que j'ai envie de poser sur la QVT. En fait,
admettons, j'ai mon DGS qui me dit, ou de ma propre initiative, moi DRH, j'ai envie de faire une démarche QVT, voilà. Je peux me faire aider sur tout un tas de choses. Et là, moi, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de balayer ça par un questionnaire que je vais envoyer aux agents. Je vais me faire aider pour faire un questionnaire. Et puis aller au bout d'une démarche. Donc là, je commence par lui poser la question, elle va le faire tout de suite. Quels sont les points à observer en matière de QVT? Peux-tu croiser, parce que ça ne me plaisait pas ce qu'il m'avait renvoyé, peux-tu croiser avec les 6 points ci-dessous que j'avais repérés moi par ailleurs sur Internet, voilà. Et je lui demande d'organiser les informations en 7 thèmes avec 7 questions sur chacun de ces thèmes. Alors, je vais aller sur Internet. Voilà, je vais aller sur ChatGPT et puis je vais. Alors, attendez. Hop. Je vais aller prendre ma première question que je copie-colle ici. Quels sont les points observés en matière de QVT? OK. Il va m'en. Qu'est-ce qui se passe? Aurais-je un problème? Alors, quels sont les points, voilà. Quels sont les points à observer en matière de qualité du travail? Donc là, il répond, c'est facile, hein, conditions de travail, organisation de travail, relation au travail, équilibre vie professionnelle et vie professionnelle, évolution professionnelle, engagement et participation. En fait, il a dû se rappeler de ce que je lui avais demandé hier parce qu'il arrive directement sur un point avec cet élément. Je vais quand même lui demander, parce que je voudrais qu'il précise, j'avais vu d'autres thèmes, moi, je voudrais qu'il le croise, et je vais lui reposer la question, je vais lui dire, OK, est-ce que tu peux croiser avec les 6 points ci-dessous et réaliser un questionnaire en 7 thèmes. Hop. Tac. Voilà. Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais. Je recommence. Voilà. Donc, peux-tu croiser avec les 6 points et me faire un questionnaire en 7 thèmes de cette question sur chacun des points. Donc, thème 1, le management participatif. Voilà, le management, etc. Thème 2, les relations au travail. J'ai demandé cette question, j'aurais pu en demander 3, j'aurais pu en demander 10. Voilà. Évidemment, quand on fait un questionnaire comme ça, il faut le relire, voir les items qui nous plaisent pas, etc. Mais disons que ce qui est intéressant, c'est qu'assez rapidement, il pose des questions et on peut les regarder. Alors, on ne va pas les regarder dans le détail là parce qu'on n'a pas le temps, mais grosso modo, qui sont plutôt pertinentes. Et encore une fois, si on a envie de modifier, on peut lui demander peux-tu modifier le thème 7, enlever, rajouter une question, etc. Donc là, on a un questionnaire qui est, on ne va pas s'attarder sur le contenu, mais on a un questionnaire qui a été généré. Je vais lui demander, pour rigoler, peux-tu réaliser un rapport fictif avec des résultats imaginaires? Voilà, il va le faire. Donc l'idée, c'est que si jamais je n'ai pas eu le temps de le faire, je vais demander à ChatGPT de me faire des réponses. Voilà, bon, thème 1, implication dans les décisions, 60% des employés se sentent impliqués dans les décisions importantes, feedback constructif, 55% des répondants, 70% des employés, etc. Ambiance générale, 75%, bon. Donc sur chaque thème, voilà, on est. Alors là c'est des réponses fictives. Pourquoi? Parce que en fait, je voulais simplement avoir un support pour la suite. On va le laisser terminer. Thème 5, il y en a encore 2. Voilà. Bon, ça peut être inspirant, c'est-à-dire que si on a envie de faire un questionnaire, on n'a pas le temps, voilà, la machine le fait à notre place et on gagne un temps colossal.
Thème 7, voilà. Donc, j'ai mes analyses là sur les 7 choses avec une conclusion, des points forts, des points faibles, etc. Et si j'ai envie d'aller un peu plus loin, je vais demander quels seraient les 3 risques, majeurs selon cette étude et les 3 actions prioritaires à mettre en œuvre pour les résoudre. Point d'interrogation. Bon, vraiment, on rentre dans un dialogue avec la machine. Et évidemment, il faut vérifier que les réponses qui ont été apportées précédemment sont correctes. Donc là, il repère 3 risques majeurs et il propose 3 actions prioritaires. Améliorer la reconnaissance et la valorisation des employés. Par exemple, alors, ça va trop vite pour moi. Par exemple, mettre en place un programme de reconnaissance qui inclut les récompenses non financières. Bah oui, tiens, pourquoi pas. Renforcer le service de soutien psychologique et médical, oui, et puis assurer l'équité et la promotion des opportunités de carrière. Bon, bah évidemment, hein, c'est structuré autour des réponses qu'il a fournies juste avant. Et puis je vais lui demander quand même combien ça pourrait coûter ce truc-là, parce que il faut quand même que je fasse une estimation. Alors je vais mettre pour une collectivité de 500 agents, par exemple. Quel pourrait être le coût de ces mesures, et je vais rajouter et la période sur laquelle devrait se dérouler le plan d'action. Notre plan d'action, là. D'action, ok. Alors évidemment, c'est des estimations, mais ça permet quand même d'encadrer le possible et de se dire, bon, voilà, j'ai une première estimation. Donc, programme de reconnaissance formelle, 15 000 euros par an, système d'évaluation de la performance, ok, 10 000 euros, total annuel 20 000 euros pour la première, proposition, etc. Et puis ensuite, plan d'action, bah, il vous le met sur 1 année, 2 années, 3 années. Si on a envie de le mettre sur 5 ans sur l'ensemble du mandat, voilà. Bon, bah alors là, plan 260 000 euros. Évidemment, après, il faut pouvoir affiner tout ça, tester, bon voilà. Mais ça permet, oui, par un dialogue, un discours avec la machine, d'avoir un certain nombre d'idées rapidement. L'autre jour, on avait fait le même exercice pour la création d'un projet de territoire en allant chercher les sources. Sur le diagnostic de territoire, on a demandé à la machine, peux-tu me dire quelles sont toutes les sources qui me permettent de connaître les données socio-économiques de mon territoire? Donc, il nous cite tout un tas de trucs, l'INSEE, enfin, tout ça. Et puis, on lui dit, est-ce que tu peux nous sortir tous les indicateurs majeurs et les enjeux? OK. Et du coup, après, peux-tu me dire pour mon territoire quels sont les axes prioritaires, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire en premier, et puis combien ça nous coûterait. Et c'est assez bluffant, hein, un peu comme là, de voir que bah, on peut avoir un projet de territoire, disons un premier jet, mais qui peut être un objet de discussion en quelques minutes. Je vais en faire un deuxième juste pour l'exercice, et on aura presque fini là. Je vais mettre la question suivante sur le recrutement de quelqu'un. Alors, je vais prendre la première question comme ça, hop, voilà. La collectivité de 700 agents souhaite recruter un cadre DRH dans les missions, alors ça c'est pour l'analyse de CV, dans les missions devront déterminer l'évolution des métiers de la collectivité, préparer un plan de GPSC, un plan de formation et amener la collectivité vers plus de compétences en pilotage et évaluation des politiques publiques. Peux-tu analyser les CV et déterminer quel serait parmi ces CV le plus en phase. Donc je vais les chercher. C'est là où on peut chercher plein de documents. Donc, je suis allé sur Internet, juste sur LinkedIn, comment télécharger les CV de 5 personnes, quelques-uns que je connais qui m'en voudront pas, et puis 2 parmi vous
deux parmi vous au hasard, hein, j'ai pris, voilà. Donc je télécharge tous mes CV ici. Bon, j'en ai pris 8, bon, c'est déjà pas mal. Et ça recommence. Pourquoi il me fait ça? Non, hop, tout, hop. Ok, oui, voilà. Alors, il va analyser les, combien j'en ai mis 3, 6 CV. Donc, analyse des candidats. Pour déterminer quel candidat serait le plus en phase. Bon, on va regarder l'expérience, tout ça. Donc, il prend plusieurs candidats. Alors, c'est là, hein, c'est des données publiques, hein, puisque ça, c'est des trucs que je suis allé chercher sur Internet. Candidat 3, Marc-Antoine Vincent, un collègue. Laetitia Ramoissenet, une collègue. Catherine Milot, quelqu'un parmi vous. Et puis, je me suis mis, moi, Miguel Usain-Joris, voilà, consultant en ressources humaines, tout ça. Recommandation. Ah ben, il est encore plus sympa. C'est qu'il a dû apprendre de ce que je lui ai. Et donc, il m'a cité moi comme étant le candidat le plus à même de remplir le poste. Alors, c'est là où je me rends compte qu'il a appris, parce que hier, c'était pas la réponse qu'il m'avait sortie. Il avait sorti Madame Pichon, qui était la meilleure pour le poste. Et puis après, j'avais insisté en disant ouais, mais bon, moi, si on met l'accent sur l'évaluation des politiques publiques, finalement, il finit par recommander moi-même. Comme quoi, et c'est ça qui est rigolo aussi, c'est qu'on peut parfaitement influencer la machine, parce que dans le prompt de départ, j'ai dit, est-ce que tu peux m'aider à trouver quelqu'un qui nous aiderait à faire la GPEC, tout ça, et qui en plus aurait une dimension évaluation des politiques publiques. Et comme c'est le trait majeur de mon CV, bah forcément, mon CV ressort. Alors, je vais quand même continuer le truc. Pour ce candidat, ou pour ces candidats, parce que là, il en avait sélectionné 2, là, il n'en sait plus qu'un, mais c'est pas grave. Pour ce candidat, peux-tu rédiger ou ouais, établir, peux-tu, pardon, établir un questionnaire d'embauche en 5 parties et 3 questions par partie. On met ce qu'on veut en fait, hein, c'est juste pour si je veux 3 parties, 5 parties. On peut aussi préciser les parties, hein, voilà. Là, je laisse totalement faire. Voilà. En termes d'expérience, voilà, il va dire bah, pouvez-vous décrire votre expérience, comment gérez-vous les défis liés à la gestion des ressources humaines, enfin, etc., etc. Donc, à nouveau, là, on a la même logique que tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est le questionnaire. Alors, on peut faire, je ne vais pas le faire là parce que je vois que le temps passe vite, on peut lui demander de faire des réponses fictives. Voilà, on va lui demander. Voilà. Peux-tu rédiger une lettre de mission pour Miguel intégrant les indicateurs de sa performance? Point d'interrogation, c'est-à-dire qu'en fait, performance, hop, en fait, je lui demande de préparer la future fiche de poste, la future fiche de poste avec les indicateurs qui permettraient d'évaluer le candidat. Voici une lettre de mission, hop, donc, objet, lettre de mission. Monsieur, nous avons le plaisir de vous confirmer votre nomination au poste. Mission principale. Alors, on peut s'amuser à l'infini avec ça, hein, parce qu'en fait, on peut lui faire les questions et les réponses. Sur le projet de territoire l'autre jour, avec un élu, on a dit bah, tiens, est-ce que tu peux faire un discours de l'élu qui se présente aux prochaines élections avec les objectifs qu'on a repérés dans le diagnostic du territoire qu'on a fait juste avant. Et donc, on
dit, voilà, par exemple, un discours en 10 points majeurs. Et puis, donc, la machine fait un discours. Et puis, instantanément après, on peut lui dire, bon, bah, fais le discours d'un opposant qui critique la lettre du maire. Et bon, voilà. Et c'est intéressant parce que du coup, on a les contre-arguments immédiatement. Donc, même quand on a demandé quelque chose à la machine, on peut lui demander des contre-arguments. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autocritique. Et donc, on n'est pas obligé de tout prendre de manière voilà. Donc voilà, donc indicateur de performance, plan de formation, voilà, identification des besoins de formation réalisés et priorisés sous 4 mois, plan de formation annuel élaboré et déployé sous 6 mois, taux de participation aux formations proposées 75% minimum. Voilà, on peut affiner encore, mais disons que la lettre de mission peut commencer à être intéressante. Tiens, je vais quand même lui poser une question. Quelle pourrait être la rémunération à proposer à Miguel, par exemple? Rémunération. Bon, sachant que sur ces éléments-là, il faut que, et c'est pas toujours le cas, les IA n'ont pas forcément les références du cadre de la fonction publique. Voilà. Bon, je laisse dérouler, mais on a voilà, je pense que l'exemple est assez parlant, on peut générer un certain nombre de choses assez rapidement. Je vais arrêter avec cet élément-là, je vais revenir sur le PowerPoint. Donc, tout ça pour dire quoi? Qu'en fait, on a une capacité à générer énormément de contenu. Alors, plus ou moins pertinent, encore une fois, ça dépend de la question, la façon dont la question a été élaborée, ou comment on peut, au fur et à mesure de la discussion avec la machine, avancer. Je vais passer les différents exemples. Il y en a plein des exemples, on peut en avoir là. Mais par exemple, ici, on avait dit, tiens, la feuille de route pour Miguel dans les 3 ans. J'avais été un peu plus loin. Et on va dire, bah, tiens, année 1, il va faire ça. Année 2, il va faire ça. Année 3, il va faire ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça peut devenir un outil de dialogue et de négociation avec le salarié, avec l'employé, avec l'agent. Donc moi, par exemple, si j'ai envie de postuler dans cette collectivité de 500 agents, et puis qu'on me dit, bah voilà, est-ce que la feuille de route vous convient, bah, ça peut être une base, un élément de discussion, voire de négociation. Voilà, je vais rapidement, oui, les indicateurs de performance, je vais rapidement vous montrer ici un site qui vous permettra d'aller voir, alors attendez, qui veut aller voir quelles sont toutes les intelligences artificielles qui existent. Enfin, toutes, je sais pas, en tout cas, il y a une liste quand même assez importante ici. Et ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est que les intelligences artificielles sont rangées par typologie, quoi. Voilà, générateur d'images. Alors, il y a tout un truc sur les RH, par exemple, si vous voulez chercher une catégorie. Non, ici, pardon, RH. Là, on va vous dire voilà quelles sont les différentes intelligences artificielles qui existent. Alors, le problème, c'est qu'il y a une forêt d'outils qui existent. Évidemment, il faudrait pouvoir les tester tous. Il y en a qui sont plus ou moins gratuits. Il ne faut pas hésiter vraiment à aller en essayer une, deux, trois, plusieurs et voir ce que ça donne. Voilà, je vais arrêter avec ça. Et puis, alors là, je ne vais pas vous les lire, mais il y a une liste de machines incroyables qui permettent de répondre à tout un tas de process de la collectivité, le recrutement, les compétences. Donc, j'avance là-dessus, on ne va pas les lire maintenant. Et je vais juste faire une conclusion avant que peut-être Laurence me fasse part des différentes questions que vous auriez pu avoir. Conclusion, c'est en forme de point d'interrogation, c'est est-ce que demain, on va avoir le syndrome de Wall-E, c'est-à-dire qu'on n'aura tellement plus rien à faire qu'on va devenir comme ces petits personnages qui n'ont plus rien à faire qu'à regarder la télé et boire des sodas. Alors,
deux points quand même. Il y a un peu des limites dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut faire attention à la collecte et au traitement des données, notamment personnelles. Voilà. Et là, comme on disait en introduction, la RGPD est toujours là. Hein. Il faut faire attention à ne pas diffuser trop d'informations de partout. Il y a un principe auquel j'adhère pas forcément, mais qui s'appelle la minimalisation des données, c'est-à-dire l'idée qu'il faut prendre que ce dont on a besoin pour faire nos analyses quand on balance un fichier Excel ou quoi que ce soit dans une intelligence artificielle. Alors oui et non, parce que l'intelligence artificielle parfois est capable de faire des rapports entre des données dans un document que vous ne feriez pas spontanément, et pour ça il faut que toutes les informations y soient. C'est pour ça que quand par exemple moi je travaille sur les données de rémunération, par exemple les écarts types, ce genre de choses, pour dire attention, vous avez une variation entre à l'intérieur d'une même catégorie d'emplois qui sont des variations trop élevées, bah, c'est quand même intéressant de faire sortir les agences sur lesquelles il y a un souci, quoi, de façon à ce qu'on puisse les identifier. Voilà. Bon, mais il faut que ça reste évidemment dans le périmètre du service de gestion des ressources humaines. Anonymisation et pseudonymisation, c'est un peu le corollaire de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire en gros faire attention aux données personnelles. Quelques risques éthiques. Il peut y avoir des biais et de la discrimination. C'est vrai que si les bases de données dans lesquelles vont taper les intelligences artificielles ne sont pas correctes, si on leur envoie des informations qui ne sont pas correctes, à ce moment-là, l'intelligence artificielle générera des choses qui ne sont pas correctes. Et on ne peut pas en vouloir à une intelligence artificielle de faire une analyse fausse ou mauvaise ou détournée sur des contenus qui eux-mêmes sont détournés. Bon, sur la déshumanisation, pour aller vite, moi je pense que déshumanisation, il n'y en a pas. Je pense que c'est plutôt au contraire un formidable, mais ça c'est un élément de débat avec vous, c'est un formidable accompagnant l'intelligence artificielle, parce que justement on peut aller plus vite sur un certain nombre de sujets qui nous libèrent du temps par ailleurs pour faire tout un tas de choses. Bon, je vous renvoie rapidement sur, enfin vous devez le faire tous les jours, sur la question qui se pose tous les jours, est-ce qu'on va remplacer nos DRH en 2024 avant ou après? Évidemment non. Moi je pense, alors on n'a pas le temps là, moi j'ai des tas de contre-exemples qui montrent qu'effectivement non. On a besoin encore de l'intelligence parce que l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre de rapports qu'elle ne fait pas. Tout simplement parce qu'elle n'est pas obligée de penser un certain nombre de choses. Ça dépend comment on leur pose des questions, encore une fois. On a besoin des RH. J'aurai l'occasion peut-être, pour ceux qui auront envie, de vous montrer tout un tas d'exemples et de raisons pour lesquelles, oui, les DRH, mais pas que d'ailleurs, hein, sont extrêmement utiles encore dans nos collectivités. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a certains des métiers qui risquent d'être en perte de vitesse, mais au profit d'autres probablement. Bon, ça, on aura l'occasion peut-être de le voir à un autre moment. Je vois qu'il est déjà 12h25. Je ne sais pas si Laurence veut nous faire état peut-être de questions ou de remarques qui auraient été proposées et éventuellement, du coup, peut-être y répondre. Déjà, Miguel, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette intervention qui était très complète, très claire et très enrichissante. Alors, vous y avez effectivement fait référence à la fin à la cohabitation entre les outils de l'IA et le RGPD. C'est vrai que ChatGPT, pour le coup, OpenAI est une entreprise américaine, les données sont donc localisées ailleurs, donc se posent des questions de confidentialité, de souveraineté. L'intégration de fichiers joints type CV, comme vous l'avez montré tout à l'heure, rentrés sur ChatGPT pourront finalement peut-être ressortir à l'avenir avec ChatGPT 5. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur l'anonymisation, sur ChatGPT en tel, est-ce qu'il est préférable peut-être d'utiliser Mistral AI, qui du coup est une solution française pour éviter la délocalisation des données. Voilà, on a eu énormément de questionnements par rapport à tout ça. Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est sûr, hein, à partir du moment où on balance des informations sur Internet, là, il est évident on prend des risques.
Je ne suis pas sûr que, enfin, après, là, je ne suis pas assez spécialiste, mais je ne sais pas si en utilisant des intelligences françaises, on n'aurait pas le même risque. Mhm. Voilà, l'anonymisation, bah, c'est sûr que, en fait, oui, si on prend par exemple un tableau des effectifs avec les noms et les salaires, par exemple, la grille indiciaire, tout ça, il est évident qu'il y a un risque. On peut toujours l'anonymiser en disant, bon, bah voilà, je vais demander une analyse neutre, froide, avec pas de nom à l'intelligence artificielle, puis après, je sortirai de là et j'irai avec mon tableau Excel peut-être pour essayer de retrouver les cas qui sont caricaturaux en termes de rattrapage de salaire, ou, enfin, etc. Oui, oui, ça c'est bien sûr, il faut faire extrêmement attention à ça c'est sûr. Mais j'ai envie de dire que malheureusement, les informations elles vont finir à un moment donné par toutes circuler, hein. Donc, si on n'a pas des systèmes d'information ultra sécurisés, mais là c'est plutôt les informaticiens qui en parleraient mieux, ben on prend des risques. Oui, on prend des risques. Voilà. Alors, vous parlez d'informaticiens, c'est vrai que bon, bah, dans les collectivités aujourd'hui, on a quand même des actions et des encouragements à la sobriété numérique, justement. ChatGPT ou tout autre outil d'intelligence artificielle sont quand même assez consommatrices de ressources en informatique. Comment concilier finalement sobriété numérique et utilisation de l'intelligence artificielle? Ah bah ça, c'est carrément un autre sujet, Florence. Oui, oui, c'est un autre sujet, c'est un vrai sujet, la sobriété, mais je suis pas sûr. Ouais, ça renvoie à l'idée que ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est que quand moi je fais des budgets verts en ce moment, on met tout ce qui est informatique, téléphonie, etc., comme des budgets complètement rouges. Et Donc, je ne sais pas si c'est tant la sobriété d'ailleurs, parce qu'à partir du moment, parce que si on voulait traiter la question de la sobriété, on commencerait déjà par nettoyer les serveurs qui sont bourrés de trucs qui servent plus à rien. Euh, la bien sûr. plupart des, la plupart des collectivités ont des serveurs et des serveurs et des serveurs dont les informations sont totalement obsolètes. Je ne suis pas convaincu que ce soit l'utilisation de moteurs de recherche, etc., qui pollue davantage Mhm. les trucs. Mais c'est un vrai sujet. Alors, c'est un autre sujet que celui-là, mais c'est un vrai sujet. Moi, je Mhm. dirais que là, pour répondre à cette question, je commencerai déjà par nettoyer les serveurs de tout ce qui est complètement inutile. Là, j'ai vu une collectivité, là, il y a 2 jours dans une collectivité où on a parlé de ce sujet-là justement, où ils disent qu'ils ont fait un travail colossal de nettoyage. Voilà, c'était 15 ans de fichiers jamais nettoyés, quoi. Ouais, effectivement. Alors, on a beaucoup parlé de l'utilité de l'intelligence artificielle pour la fonction RF, RH, responsable recrutement, etc. Mais je sais que dans la formation que vous animez à nos côtés, vous parlez aussi de la direction des ressources humaines en tant que moteur dans l'accompagnement des agents à l'utilisation de l'IA. Bah oui, Euh, dans d'abord, quel but? oui, pardon. Bah, dans le but, alors moi je pense, alors, il faut en être convaincu, hein, c'était un des enjeux, le premier là parmi les premiers qu'on a cités, qui est celui de se dire les intelligences artificielles, de toute façon, on n'y échappera pas. Donc Mhm. c'est pas des ennemis, ils sont déjà là présents. Pour ceux qui les utilisent beaucoup, on apprend aussi à s'en méfier et donc à les utiliser de manière extrêmement, enfin, mesurée. Donc, ça apporte énormément de choses. Je pense que oui, les directions des ressources humaines doivent être des facilitateurs pour aller vers cette technologie-là. Bon, bah, évidemment par de la formation, mais peut-être simplement par des messages internes et un soutien indéfectible de la direction générale des services et des directeurs généraux, enfin, ou des Mhm. responsables des DGA, enfin bref, mais je pense que c'est une prise en compte progressive vraiment de ces outils-là au quotidien qui doit s'instaurer. Et je pense que par exemple, quand vous animez vos réunions, quand vous faites vos groupes de travail, etc., ça devrait être le compagnon obligatoire immédiat présent là. Donc moi je pense que bien sûr il faut aller vers un peu de formation, avec différentes dimensions, parce qu'il y a des dimensions techniques, etc. Et moi, j'incite aussi surtout à l'utilisation de tout ça pour les stratégies RH, stratégie de développement de la collectivité, stratégie de réponse aux besoins des usagers, enfin, etc. Et puis voilà, aussi dans la gestion du quotidien, ça c'est sûr, en mettant en place des modules. De plus en plus, les éditeurs RH ou finance commencent à embarquer
c'est pas encore complètement évident, mais commencent à embarquer des modules d'intelligence artificielle. Je pense que si on se revoit l'année prochaine à la même heure, tout ça aura profondément été bouleversé et ce que je vous ai dit là aujourd'hui nous paraîtra bien obsolète. Donc je pense que oui, il faut aider nos collaborateurs à aller vers l'utilisation de ces outils-là. Mm. Bien sûr, Donc, vous soulignez. toujours en gardant. Alors, j'avais des réflexions avec des élus l'autre jour. On a fait une formation pour des élus là sur ce sujet-là, et la plupart d'entre eux estimaient que nos collaborateurs, nous, chacun d'entre nous, il allait falloir aussi que nous-mêmes on monte en puissance un peu sur notre façon de travailler, sur notre façon à questionner les intelligences artificielles, parce qu'en fait, on a pire qu'Internet accès à un volume d'informations à structurer qui est juste mais colossal. Donc, on ne pourra plus passer à côté et il ne faut pas en avoir peur, il faut y aller. Mm. Alors, vous soulignez à l'instant l'importance des décideurs pour autoriser en fait une telle IA dans les collectivités et pour l'encourager. Mais peut-être que par la suite, ça nécessite un minimum de cadrage, peut-être une charte utilisateur aussi à mettre en place par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. L'autre jour, j'avais mis là, mais je l'ai enlevé, justement la création Mm. d'une charte d'utilisation, etc. Mais ça, ChatGPT vous le fait en 3 secondes. Hein. Après, j'ai juste peut-être un groupe de travail pour le. Non, Oui, un retour d'expérience parce que j'ai fait une formation donc pour la Gazette il y a déjà une des premières là sur l'intelligence artificielle et les cadres qui étaient autour de la table, c'était drôle. Me disait bon bah on n'a pas dit à nos collaborateurs qu'on allait à une formation sur l'intelligence artificielle parce que pour l'instant c'est un peu tabou. Et donc j'ai envie de dire peut-être que au point numéro 1 de la charte d'utilisation de l'intelligence artificielle, j'ai envie de mettre allez-y. C'est presque une obligation intellectuelle quoi. non, non, mais c'est sûr, il faut y aller. Alors ensuite, je pense que l'accompagnement est nécessaire, effectivement. Quelqu'un Oui, nous fait remarquer, oui, parce qu'il y a des risques dans l'interprétation des résultats donnés par les différents outils. oui. Donc effectivement, il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant ce qu'un chat GPT ou autre nous raconte. Oui, alors justement là-dessus, moi, si pour ceux qui auront l'occasion d'aller plus loin, je vous montrerai comment justement on peut se laisser leurrer, mais vraiment, parce qu'on aura mal posé les questions, on n'aura pas enfin, on Mm. n'aura pas recoupé les informations, etc. Et faire par exemple un plan de recrutement qui serait complètement à l'ouest par rapport aux réels Ouais, besoins de la collectivité. Je prends un exemple tout bête. Quand vous avez une collectivité, ça me prend 1 minute, quand vous avez une collectivité qui dit on veut augmenter la performance économique sur le territoire, et donc par exemple injecter davantage d'achats publics sur le territoire proche. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter la plupart de nos fournitures en dehors du c'est ça. territoire, Hein. on les achète sur Économie notre territoire. circulaire. Ouais. Voilà, économie. Et au lieu d'aller acheter, je sais pas, une prestation, je suis à Aix-en-Provence, je vais acheter une prestation d'informaticien ou d'électricien ou j'en sais rien à Marseille, alors que j'ai des informaticiens à Aix, je balance davantage de budget sur ma ville, à moi, que sur la ville d'à côté. Eh ben, si on regarde bien, et si on pose la question à ChatGPT, il va vous dire il faut recruter un développeur économique. C'est sans doute pas faux. Mais si vous recrutez un acheteur public qui va vous aider à orienter les achats publics sur le territoire, ça va être beaucoup plus puissant et envoyer beaucoup plus d'argent sur le territoire que ce que ferait un développeur économique. Mhm. Donc là, il y a des arbitrages que la machine, si on ne lui explique pas ce genre de choses, est incapable de faire Bien sûr. pour le moment. Donc c'est pour ça que moi j'incite et dans les formations qu'on fait, bon, bien sûr, à l'utilisation, voilà, bien poser des questions, le prompt et tout ça, mais avoir une vision globale sur l'ensemble du fonctionnement de la collectivité. Et c'est pour ça que je prenais en introduction l'idée que tout ça doit contribuer à l'élaboration et au suivi des politiques publiques. Et donc, pourquoi on agit, quoi, et enfin, qu'est-ce qu'on doit atteindre comme objectif Mm. globaux pour la collectivité. Bon, et ça, les croisements, hein, bref, les intelligences artificielles ne font pas forcément les. Donc voilà, il faut l'aider. Et c'est là où l'intelligence de l'homme, j'ai envie de dire du coup l'intelligence naturelle, est éminemment nécessaire. Ouais, tout à fait. Je prends une dernière question avant que nous nous quittions et que nous y allions tous déjeuner.
Est-ce que lorsque, par exemple, dans l'exemple que vous avez montré, je veux traiter des CV et voir lequel correspond mieux aux attentes que j'ai émises, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut mentionner quand on recrute, dire on va utiliser l'intelligence artificielle pour sélectionner les candidats? Bah, je pense que j'ai envie de dire que la question, telle qu'elle est posée, elle montre qu'on n'a pas encore la maturité sur le sujet, parce que du coup, on se pose des questions, mais je pense que dans 6 mois, dans un an, on se posera même plus la question. C'est-à-dire, Mmh. quand vous avez une collectivité qui reçoit 10 000 CV, 1000 CV, 500 CV, ou même 80, ou même 100 CV, bah, je veux dire, une première analyse rapide. Merci de me sortir les 10 CV les plus pertinents. Et après, à vous d'exercer votre propre jugement. Donc, oui, moi, j'ai envie de dire, pourquoi le cacher? Bon, vous aurez compris que moi, je suis un fervent utilisateur, enfin, promoteur de ces nouvelles technologies, mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer. Je pense que vous l'avez vu, moi, quand pour être sûr d'être recruté dans la collectivité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé les mots-clés qui allaient bien. Donc, en fait, les gens vont jouer avec ça. Mmh. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure avant la réunion de mots utiles au marketing, etc. Mais de plus en plus, ça va nous obliger à être chacun beaucoup plus pertinent dans la façon de se présenter dans un CV et de mettre les bons mots-clés. Et voilà. Et rien n'empêchera à la suite, si on a menti, parce qu'on a compris que c'était une machine qui allait mentir ou orienter, quoi. Une machine qui allait analyser, on passera pas le crible de l'entretien individuel fait devant un homme. Bien sûr. Mmh. Donc je pense qu'il faut pas hésiter. Bon, je mentionnerai pas qu'on va le faire comme ça, mais si on demande, dire oui. Tout à fait. C'est une question, j'ai envie de dire, d'appréciation. Peut-être chacun, alors là, peut avoir une appréciation différente. Personnellement, je le cacherai pas. Bon, écoutez, Miguel, il me reste encore une nouvelle fois à vous remercier, à tous Merci. de nous avoir suivis ce matin. Vous étiez très nombreux. Il y a eu beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, faute de temps, mais encore une fois, je vous encourage à venir dès le mois de septembre suivre la formation que Miguel anime avec nous et il pourra y répondre en direct et avec des cas très concrets à On ce, va plus à loin ce dans les groupe-là. précisions. On va plus loin parce que là, c'était facile, j'ai envie de dire, Bien mais sûr. quand on creuse jusqu'au bout, on prend un sujet, on creuse jusqu'au bout et on voit à quel endroit l'intelligence aide et Mm, artificielle, à quel endroit c'est l'agent ou les agents qui reprennent la main parce qu'il peut y avoir des choses aberrantes aussi, hein. Il faut bien être là. sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, ça sera un Merci à plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous à très, très bientôt pour un nouveau webinaire organisé par le département de formation de la Gazette des communes. Merci Encore beaucoup. bon appétit, bonne journée, bon week-end. Au revoir.